fellow human beings. He died in the cause of that effort. Segregated schools were and are inferior schools. We still haven't fixed them 50 years after Brown versus Board of Education. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bienvenue au premier match Expression de l'année. On est très heureux de vous retrouver pour cette année 2012-2013. Donc, je suis Sophie, je suis la nouvelle présidente d'Expression pour cette année. Je vais déjà vous présenter notre jury. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous les avez sans doute reconnus. On a Charles Laroche. Isabelle Châtaignier. Et Alexis Fourneau. Ce soir, on va avoir 6 candidats et 3 matchs. Je vais déjà vous rappeler un peu le principe pour ceux qui ne sont jamais venus. Chaque candidat va avoir 7 minutes où il va parler tout seul. Il va jouer plutôt le discours qu'il a préparé. 7 minutes, un pour et un contre. À la fin des 14 minutes, donc des 7 minutes de chaque candidat, ils auront un droit de réponse de 1 minute optionnelle. Et ensuite, on aura une intervention du jury. Et donc, on a comme candidat ce soir Adrien. François. Je vais le signaler. Charlotte. Vincent. Régis. Et Rufus qui est dans le métro, qui arrive. Car il vient de la Défense, c'est toujours... Dimanche dernier, je me réveille animé d'une conviction folle, d'une volonté irrépressible de faire de la France, de ma France, un État laïque, d'une laïcité totale et radicale. Ainsi, après avoir bu mon café corsé, à la fois puissant et généreux, de SMCO à 5,90 € le paquet chez Franprix, je décide de passer à l'action. Sous l'emprise des 5 sucres que j'avais glissés dans mon café, je me précipite à l'église Saint-Laurent du 10e arrondissement. Tel un membre du FLN algérien, j'évite la sécurité qui m'empêche de passer avec son bras, avant de me rendre compte qu'il s'agit d'un mendiant en faisant la manche. Et puis je repère dans la foule le prêtre parlant devant ses fidèles, ne comprenant rien à son histoire sur un certain évangile de saint Paul. J'en vois paître le prêtre et commence mon intervention antichrist dans ce lieu qui n'est pas la nef plus ultra du luxe. Mes chers nouveaux amis, la piètre performance dominicale du prêtre me fait saigner des oreilles comme Jésus a saigné sur sa croix. Mais cela ne fait que renforcer mon admiration pour votre dévotion. Plus encore, vous avez choisi de vous asseoir tous les dimanches sur des bancs en bois pourris par le temps, dans une espèce d'hangar où la température ambiante n'excède pas les moins 10 degrés. Mais qu'importe. J'ai amené ma doudoune Décathlon 100% polyester, collection grand froid des montagnes gelées en poil de yak, et je resterai debout. Ceci, mesdames, messieurs, est une prise d'otage au nom de la laïcité. Beaucoup de gens me soutiennent, beaucoup de gens m'accompagnent à travers le monde, mais aujourd'hui j'agis seul. Je m'adresse à vous,
Vous, les 20 derniers fidèles catholiques chrétiens du boulevard de Saint-Denis, qui ne respectaient pas la liberté d'exercer son culte. Constamment, vous montrez votre culte aux autres, et les autres vous montrent leur culte. Je veux en finir avec cet exhibitionnisme religieux. Je ne veux plus de Jésus en slip. Avec moi, Paris 10 ne sera pas le nouveau Cap d'Agdan. Vous déambulez, fier comme un pape, avec votre polo bleu marine dont le col déchiqueté sort de votre pull en laine verte, troué en 26 endroits, tous deux ayant appartenu à vos 17 frères et sœurs. Mais les Français ne veulent plus supporter ces visions. Ils n'ont pas envie de voir ce scandale stylistique, cette fierté assumée de ne pas s'habiller comme tout le monde chez H&M. Parce que c'est de ça dont il s'agit, mes amis. Vous voulez être différents et vous voulez nous le faire voir. La dernière fois, je vais au McDo déguster un petit plat typiquement new-yorkais, fait main. Et comme c'est un fast-food, j'ose me convaincre que je serai servi rapidement. J'arrive et que vois-je devant moi, comme par hasard, une famille de puretons. 12 personnes donc, 10 petits cubes bénis, 2 géniteurs. Ça fait vite 1 heure d'attente, une scène pas possible, et pas de partage cette fois-ci. Et puis vous cultivez ce passéisme ridicule, en refusant d'avoir la télé. Et parfois ça sert la télé. Vous auriez eu la télé, vous auriez pu y voir Lost. Vous auriez alors su que vous n'étiez pas les seuls, cette grande île qu'est le monde. Et oui, certains sont allés à contre-courant. Pour vous distinguer, vous portez alors votre croix autour du cou, comme un symbole de pouvoir, comme un symbole de conquête. Vous partez en croisade. Mais ne faites pas les fidèles naïfs. Ne me dites pas que la croix du Christ n'a pas la forme d'une épée si on la retourne. Ne faites pas les yeux ronds, vous savez que cette croix est bien plus qu'une croix, comme on le croit. Par ce signe, vous dites aux autres que vous appartenez à une communauté fermée, inaccessible. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que les repas de l'église sont faits pour de véritables Somaliens. Même le Somalien basique, même Rufus, ici présent, se sent rationné par ce repas. Se réunir tous les dimanches pour faire un culte sec de vin, manger du pain sans levain, c'est un peu léger quand même. Alors j'ai lu dans un livre, dont je t'aurai le nom, que le vin est le sang du Christ, le pain sans levain son corps. Si le vin est son sang, si du pain sans levain est son corps, déjà son taux d'alcoolémie n'est pas réglementaire. Et là c'est délit, retraite permis, 4 500 € d'amende et 2 mois de prison ferme, c'est moi qui vous le dis. Et deuxièmement, vous voyez bien que ce n'est pas un humain. Au mieux c'est la version chrétienne du pain perdu, mais c'est pas un humain. Mais je respecte vos croyances. Et pour que chacun se respecte, il faut que vous réalisiez ce genre de rite sado-culinaire entre vous. Alors faites une croix sur Jésus. Et Jésus aime les croix. C'est une de ses grandes passions d'ailleurs. Jésus, ce qui m'a cloué, qu'il en a porté une sur un chemin, les gens l'acclamaient comme jamais. Alors, faire une croix sur Jésus lui fera plaisir. Oubliez Jésus, ce n'était qu'un sportif fakir de Nazareth qui aimait faire son show en solitaire. Faites une croix sur lui. Ce que vous devez comprendre, chers amis, c'est que mettre une croix sur Jésus et pas Jésus sur la croix vous libérera. Vous vous dites respectueux, mais vous vous faites la guerre. Vous faites la guerre aux juifs, vous faites la guerre aux musulmans. Levez le voile qui vous aveugle. Libérez votre conscience, respectez les kippas et autres voiles, en vous disant que le niveau 0 de l'esthétique est universel aux religions, et personne ne gagnera ce concours. La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est la diversité respectueuse. Alors si chacun porte sur la tête son signe de ralliement à son gang religieux, si chacun cherche à donner des alléluia en public, on n'est pas hostile d'auberge. Mais j'ai compris votre but. J'ai même acheté l'ancien et le nouveau manuel pour atteindre ce but. Vous vous plaisez à agir comme un contre-pouvoir à l'État, vous vous plaisez à vous mettre en danger, car vous voulez périr le plus vite possible pour rejoindre Dieu et le paradis. Alors certes, les rations s'améliorent, 1 pomme par jour au menu, mais votre envie démesurée de purgation comme signe de rédemption ne vous autorise pas à mettre le chaos dans le monde. Je dis stop au chaos, les cathos. Il y a des laïcs dans ce monde qui voudraient vivre tranquilles. Vous savez, je rêve d'un monde où chacun cultive son jardin,
mais sans que personne ne sache ce qu'il cultive dedans. L'État d'un côté, la religion de l'autre, la fracture forte, c'est maintenant. Je ne demande pas de vous hâter à être athée, mais d'arrêter de m'atterrer en montrant et démontrant votre dévotion ostentatoire à telle ou telle religion. L'égalité, le respect, à l'école, dans les tribunaux, dans les lieux publics, passe par la discrétion. Alors faites une croix sur Jésus. De toute façon, il n'avait pas un rond, alors autant se taper des barres sans lui. Vive la laïcité, vive la France et vive le café corsé. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier tous, messieurs les membres du jury, l'audience, d'être présents ce soir. Mais surtout, je voudrais remercier Adrien Rivière, parce qu'il faut savoir que sa présence ici ce soir n'était pas évidente. C'est vrai que ces derniers temps, vous n'êtes sûrement pas tous au courant, mais monsieur Rivière était plus habitué à fréquenter des cercles très fermés du type Parlement européen, Fondation OSCP Europe. Et c'est vrai que le fait qu'il accepte de parler devant nous ce soir, pauvre R finalement, qui ne mérite pas sa présence, c'est très gentil de sa part. Et d'ailleurs, je tiens quand même à vous signaler que contrairement à lui, je ne serai pas l'orateur d'une caste ou d'un groupe fermé. Je serai, monsieur Rivière, un orateur normal. Il s'adressera en des termes normaux à des personnes normales. D'ailleurs, juste un petit homme brun qui aime les people et qui parle comme ça à la tribune, et ben moi ça me rappelle de sombres heures pour notre pays. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bonsoir. Bonsoir, merci Stéphane. Bonsoir et bienvenue dans cette incroyable enceinte qu'est ESCP Europe, et où nous sommes tous réunis ici ce soir pour une simple et bonne raison, l'amour de Jésus-Christ. Car en effet, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas ici pour écouter les gaudrioles de Adrien ou l'accent de Rufus. Nous sommes bien ici pour célébrer ce qui constitue le cœur, les racines, le centre même de notre Europe, de notre pays, de notre identité. Je ne parle pas de nos racines chrétiennes, mais bien de Jésus. Car sachez-le, Jésus est au cœur de tout. Oubliez Hitler, Stéphane Hessel ou même Bernard-Henri Lévy, tous ces philosophes ou prophètes. Le seul et unique véritable prophète que nous devons tous écouter et chérir est Jésus. Car en effet, rendez-vous compte, le type est quand même mort pour vos péchés. Lui en vouloir, ce serait quand même être un fiefé salaud. Florian Bon, mais il n'est pas là ce soir, donc vous ne comprendrez pas la blague. Ce que je suis venu vous dire ici ce soir, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que l'heure est grave. Aujourd'hui, la laïcité est partout. Tout le monde est laïque aujourd'hui. Moi, vous, eux, même Rufus, on est sûr de rien. Mais bon, admettons qu'il est laïque. Et cette laïcité nous envahit. On nous vend, comme le fait Adrien, qu'être laïque, c'est faire une croix sur Jésus. Mais heureusement, tout le monde n'a pas perdu de vue l'essentiel. Car aujourd'hui, on peut être laïque sans faire une croix sur Jésus. Tout simplement car on ne peut pas. On ne peut pas. Car Jésus est au centre de tout. Et là, je viens de faire le fil de mon exposé. Alors, je vais demander à Adrien de tourner mon ordinateur, s'il te plaît. Fair play. Très fair play. La main de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, voilà. En effet, l'heure est grave et le temps béni de la monarchie et de la Saint-Barthélemy est aujourd'hui révolu. Aujourd'hui, des laïcs peuvent parcourir nos rues et déverser leurs thèses immondes selon lesquelles tout le monde pourrait vivre en paix. Tout le monde serait égaux, ce n'est pas français. Tout le monde serait égal et où il faudrait oublier Jésus. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dès que Charlie Hebdo a le malheur de publier quelques dessins bon enfant afin d'attiser gratuitement la haine de toute une communauté, afin uniquement de vendre du... Non, pardon, pas de vendre du papier, mais de défendre nos libertés fondamentales. Tout le monde leur tombe dessus en disant que c'est un scandale, qu'on ne saurait le tolérer. Et finalement, c'est bien ça qui est intolérant, que l'on ose s'en prendre à Jésus. Je crois que vous avez compris le centre de mon propos quand même. Ah oui. Comme ça, c'est bien, vous suivez avec moi. Et sortons de ces débats stériles. On ne peut oublier Jésus. On ne peut l'oublier
D'une part pour une simple raison, et là je noterai tout de même un gros écueil dans la présentation de mon adversaire. Parce que quand on lui parle de Jésus, normal puisqu'il aime les people, il ne pense qu'à Jésus-Christ. Mais alors que faire de... C'est insulter le concept dynamique, évolutif et complexe du Jésus. Jésus est partout, on n'y peut rien par exemple. Soyons francs vous-même. Dès lors que vous avez un problème de plomberie ou un problème de carrelage chez vous, Jésus est la solution. Ou Beto Jesus, qu'il soit da Silva da Costa ou Lopez, importe peu. Jésus est là et vous n'y pouvez rien. Et ce dans tous les domaines. C'est bien de parler bricolage, plomberie ou carrelage. Mais dans le domaine de l'art, de la création artistique, Jésus est là. Preuve en est cette citation incroyable du maître, du pape de la création, de la mode, Christian Audigier. Christian Audigier nous a quand même expliqué doctement que son inspiration en tant que créateur était Jésus. Et oui, son rêve est de créer les vêtements que Jésus aurait aimé porter durant sa vie s'il en avait eu l'occasion. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Christian Audigier, c'est bien dommage. Si vous voulez, le concept de base, c'est un débardeur absolument immonde, pas du tout bien coupé, jaune fluo ouvert, vous avez le choix, avec des têtes de mort en strass et écrit « Love kills slowly ». Je suis sûr que Jésus aurait été ravi d'arborer ce genre de couleur. Sincèrement. Donc s'il vous plaît, gardons bien à l'esprit que Jésus est partout. Partout et que ça, on ne peut rien y faire. Alors j'entends déjà les sirènes de mes détracteurs habituels qui me parleront de mon obsession pour l'aspect, dirons-nous, chrétien, catholique de notre religion. Mais rendez-vous bien compte, tous les laïcs se doivent de considérer Jésus, et en tout cas doivent bien se retenir de faire une croix sur lui. Au-delà des chrétiens, bien sûr, qui ne sauraient pas faire une croix sur notre guide, notre Seigneur, il me semble que les laïcs musulmans, aussi rares soient-ils, ne s'intéressent pas suffisamment à Jésus pour faire une croix sur lui. Et je pense également que les laïcs juifs, et là, Sophie, j'en suis désolé, mais les textes et Mel Gibson sont très clairs. La croix, ils ne l'ont pas fait dessus, mais derrière. Donc de ce point de vue-là, on est quand même assez tranquille. Donc voilà, si je devais conclure cet exposé incroyable, par une conclusion aussi philosophique que le reste, je dirais que l'on ne peut pas faire de croix sur Jésus. Tout simplement parce que déjà c'est une idée absolument ridicule. Je veux dire, c'est bien une idée d'un télo bobo à lunettes qui est abonné à Télérama alors qu'il n'a même pas la télé. Je veux dire, c'est vrai que c'est le genre de personne qui va s'opposer à l'idée de Christ en cautionnant la réalisation d'œuvres telles que Peace Christ. Alors là, le concept, les gars, c'est très simple. J'ai pris un crucifix avec Jésus, j'ai pissé dans un bocal et j'ai foutu le truc dedans. Et là, je vous dis, c'est subversif. C'est ça, faire une croix sur Jésus. Eh bien, voyez-vous, je pense qu'il suffit de se pencher finalement sur les détracteurs de Jésus et sur les personnes qui voudraient faire une croix sur Jésus pour mesurer l'ampleur de l'importance de Jésus dans notre société. C'est bien dire que quand on se penche 2 secondes sur la nature des personnes qui le dénoncent, on est quand même très vite rassuré sur le fait que cette personne est importante. Au-delà de Peace Christ, je ne peux que vous recommander très chaudement la lecture du traité d'athéologie de Michel Onfray, qui m'a complètement plombé mon été, n'est-ce pas ? 230 pages de théories fumeuses et de phrases sans sens et sans intérêt, pour avoir une conclusion d'un courage que vous reconnaîtrez tous, je l'espère. Aujourd'hui, soyons athées et laïcs. Il fallait oser le sortir. Donc voilà, quoi qu'en dise Adrien, la conclusion s'impose d'elle-même. Personne ne peut faire de croix sur Jésus car il s'impose à tous et en toute mesure. Et ce que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Bon, maintenant je m'excuse parce que c'est vraiment de la merde. Mais moi je me suis bien marré. Alors Adrien, comme a pu le dire Paul Claudel en son temps, quand je vois Jésus sur la croix, les bras m'en tombent, eh bien Adrien, les bras m'en sont tombés quand tu as commencé à parler. Cette voix, une voix de prêtre, une voix de prêcheur, un prêcheur gay, certes, mais un prêcheur quand même. Et oui, tu t'es trahi en parlant de HM. Mais en tant que prêtre, tu as commis l'irréparable ici. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Tu t'es attaqué à notre idole païenne à tous, au dieu de l'éloquence eussépienne, à Rufus, le chevalier noir de l'humour, comme on dit. Alors sache qu'ici, on n'attaque pas Rufus impunément. Non, Rufus ne vient pas de Somalie, il vient de la Défense, on te l'a dit. Non, Rufus ne mange pas de bol de riz, il n'est pas chinois. Lui, il mange un sandwich tous les midis sur les marches de la Grande Arche et je suis sûre que même il prend une petite tarte aux fraises en prime.
Heureusement, tu t'es rattrapé à la fin en disant « Vive la laïcité, vive le café serré ». Les initiés auront bien remarqué la fine référence au café petit noir. Et le Rufus t'aura pardonné tes bassesses. François, quand tu as commencé ta plaidoirie, je me suis dit que c'était un petit peu comme quand on met un DVD de Titanic. On sait que ça va être un naufrage, mais on regarde quand même jusqu'à la fin pour voir tout le monde couler. François, il commence sa plaidoirie en bâchant son contradicteur, c'est gratos, premier point négatif. Mais il y a mieux. François, il continue sa plaidoirie en remerciant messieurs du jury. Et moi-même avais envie de te dire, il n'y a pas de quoi. Et François, c'est aussi la plaidoirie bisounours interactive. Quand il ne se souvient plus de son texte parce qu'il a une mémoire de piaf, il faut bien le dire, il demande au mec qui l'attaque le plus. Paye ton faux cul, quoi. Tu as ensuite parlé des sirènes de tes détracteurs habituels, donc tu as déjà des détracteurs à ton jeune âge, ce qui ne m'étonne pas finalement si t'es pas foutu de savoir si tu parles à un homme ou à une femme. François, au jugement dernier, il faudra peut-être faire une croix sur la victoire. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'était de la merde, mais on s'est bien marré aussi quand même. Sur Facebook, on m'avait prévenu, les candidats devront essayer de séduire Charles Laroche devant Isabelle Chapénier. Le SCP a un bon sens de l'humour, ils m'ont envoyé 2 gays, un refusé et un assumé. Et puis, j'ai dû entendre monsieur Adrien Rivière. Adrien Rivière, lui, il a bien commencé à me séduire. Parce qu'il a fait un truc que j'aime bien, il a sapé les blagues d'Alexis Fournier. Parce que quand il a parlé d'Alléluia, Alexis sait qu'il n'a plus que 10 minutes pour trouver une blague, et pas dans la merde. Et puis c'est quand même l'amateur des blagues pourries, ou des blagues religieuses, ou celles qu'il appelle les blagues à Coran alternatif. Dans le jargon du 11 septembre, c'est un peu le kamikaze de la déconne. Parce que quand il commence à faire des blagues aussi pourries que Évangile de Saint-Paul, les blagues pourries, c'est qui pour? Bah c'est pour Wham. C'est vrai qu'à propos, pour l'autre candidat, François Blanc, lorsque tu dis oublie Hitler et les autres prophètes, bon bah, heureusement que c'était qui pour aujourd'hui, parce que bon, sinon ta blague aurait fait un petit fou. Ah là là. Bon. Grand-mère, pardon. Ça va rapidement. Bon, Rivière, tu te réveilles dans un pays, tu as envie de rendre ce pays laïque. Tu t'es réveillé donc en 1904, parce que ça fait un petit paquet de temps que ce pays est laïque. Et donc après tes blagues de courant alternatif, on a eu le droit à François Blanc, qui était un peu mon préféré, parce que lui, il est fort. Il commence par faire la blague du candidat normal. Ce qui est bien, c'est que comme il commence, il y a 4 autres candidats qui vont devoir trouver une autre accroche. Et puis il s'est quand même enfilé 4 heures d'Anne Roumanoff pour pouvoir trouver des blagues de ce niveau. La plupart des gens font un AVC au bout de 2 heures. C'est vous dire la performance du mec. Alors donc le fleuron des blagues politiques, il a survécu. Et puis, il a quand même osé critiquer Christian Ligier quand il a vu comment se s'habille. C'est quand même intéressant. C'est pas mal. C'est le mec qui dit, si je devais conclure, je dirais... On ne peut pas faire une croix sur Jésus. C'est bien, c'était le sujet. Alors, Jésus, il approche, il est exactement comme ça. Il a pointé du doigt à ce moment très précis, il a fait « that's it ». C'est vrai que tu es très complexe en bouche quand même. Et je suis quand même pas d'accord quand on critique les filles de la rue Saint-Denis, parce que franchement, s'il y en a qui disent « je suce », c'est quand même bien elle. Adrien, mon frère. Oui, tu commences, j'adore. On est pareil tous les deux. Café corsé, en mode FLNC. Je t'imagine là, une cagoule, un fond noir, un saucisson en bandoulier. Tous les deux, on est exactement pareil. Toi, tu aimes les vidéos coup de poing, comme Bertrand Perrier. Toi, tu as décidé de faire comme moi.
la quête à la messe du 10e. Tu te trompes d'arrondissement, mon ami. Tu te trompes de lieu, mon ami. Tu te trompes de lieu de perdition. Car oui, tu l'as dit, ce n'est pas l'église, notre ennemi. Notre ennemi, c'est McDo. Alors oui, avec José, avec nos amis, on va y aller. Une baguette à la main, un saucisson dans la main gauche, un béret sur la tête. Et on va tous leur faire bouffer leur McFlurry. Tous les deux, on va faire du sado-gastronomique. Tous les deux, on va leur faire comprendre ce que c'est de boire, de manger et de s'enivrer. Moi, ma religion, c'est 3 lettres. Pas plus, pas moins. Le pain, le vin et le fromage. Alors mon ami, stop au chaos, stop au scato et vive la gastro. François directement s'en prend à Rufus. Au père du Rufus. Au père du père du père, père de Rufus. Oui, François, Jésus était noir. Si tu es blanc, c'est que comme moi, tu as été damné. Alors, peut-être qu'un jour tu appartiendras à cette confrérie assez particulière, qui a un scooter, qui habite rive droite, qui se définit comme un bobo, qui lit Télérama mais qui n'a pas la télé comme moi, qui porte des lunettes en journée. Ce jour-là, tu ne viendras plus frapper à ma porte, toi, avec ton complexe du Jésus évolutif. Toi, petit témoin de Jéhovah en mode iPad, tu n'oublieras pas de recharger tes batteries, d'apprendre ton texte, et te demander enfin si Jésus s'est vraiment sacrifié en vain. Oui, donc tout d'abord merci pour le sujet, j'ai beaucoup apprécié comme Charlotte. Alors, s'arrêter, faire halte, ne pas aller plus loin, c'est finalement ça en rester là. Et la question c'est, faut-il en rester là? Donc moi je suis pour le pour, donc je vais vous montrer que oui. Donc, faut-il en rester là? Bah, avant de commencer, non, je pense que ça donne. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser parce que tout d'abord il y a une petite contradiction, c'est-à-dire que moi je suis censé vous montrer que oui, il faut en rester là, mais malgré tout je vais continuer à parler en fait. Donc je vais pas m'arrêter, je vais pas en rester là, donc cette petite contradiction normalement elle va disparaître à la fin de l'exposé, si je suis assez bon et si vous êtes assez attentif. Donc faut-il en rester là? Non, parce que je vois bien que, on a un jury de qualité, que vous êtes des ECP, que vous êtes des esprits bien formés, des esprits cartésiens finalement, donc ça fait un peu mal au cœur de vous imposer cette contradiction-là au départ. Donc faut-il en rester là? Non, surtout qu'en fait on a que 5 minutes pour faire le sujet, donc je vais pas perdre de temps, je vais être vraiment bref et concis, je vais pas y aller par 4 chemins. On y va, c'est parti. Donc déjà, faut-il en rester là? Oui. Alors je vois déjà les critiques. Je vois déjà les critiques fusées. Là j'ai commencé, je vais dans le sujet. Je vois déjà les critiques fusées, du genre voilà, encore un partisan de l'immobilisme, du conservatisme, du statu quo. C'est à cause de gens comme lui qu'aujourd'hui en France, rien ne bouge, que la France va mal, que l'euro est en crise et que les polices de SCP sont payants. J'ai envie de dire, bon, les polices de SCP sont certes payants, c'est pas de ma faute. Mais surtout, en fait, j'ai pas cette conception-là du sujet, une conception aussi mobiliste de faut-il en rester là. On verra ça par la suite. Et qu'en plus, je crois qu'il y avait une très bonne imitation de François Hollande tout à l'heure. Justement, la tendance actuelle, je suis pas assez fou pour aller contre, c'est que le changement, c'est maintenant. Donc, je sais pas, c'est Flamby qui a dit ça, et Flamby, s'il a bien une chose qu'il a pas dans sa poche, c'est sa languette. Donc je vais pas le contredire. On va continuer tout de suite. Donc revenons au sujet finalement, je crois que j'ai perdu 3 minutes en fait. Intéressons-nous à un mot en particulier. Prenons-la. C'est pas une personne, mais prenons le là, prenons le mot là. Là est un mot assez intéressant, c'est le cœur de mon argumentation, soyez attentifs. Donc là est extrêmement bien situé et géographiquement bien localisé, puisque 1 c'est un adverbe de lieu et non pas de temps. Ça c'était la petite bagonette. Et 2, il est extrêmement bien situé parce qu'il est entre ici et là-bas. C'est ni ici ni là-bas. Pourquoi ce n'est pas ici? Imaginez, faut-il en rester ici? Parce que là, la réponse serait assez extrême, puisque on resterait sur place, tout le monde. Si quelqu'un on devait en rester ici, ce serait dramatique. On ferait rien, tel l'Oblomov que décrit Goncharov dans son livre éponyme. Imaginez,
si à l'heure actuelle, tout de suite, maintenant, les gens devaient en rester là, au sens en rester ici, dans les banques, les employés arrêteraient de bosser, dans la RATP, les chauffeurs arrêteraient de travailler, finalement il y aurait une crise financière sans précédent, et finalement il y aurait une sorte de grève généralisée de la RATP. Ah merde, putain, ça existe déjà en fait. Non, c'était pas un bon exemple. Bon, finalement, voilà, en rester là, ce n'est pas en rester ici. C'est pas faire un trait sur tous vos projets, sur toutes vos aspirations, et essayer de les enfouir dans le sol comme si vous essayiez de les conserver et de les plonger dans du formol. Du formol, pardon. Du formol. Mais en rester là, ce n'est pas non plus en rester là-bas. Là-bas, c'est diffus. Là-bas, c'est lointain. Là-bas, c'est imprécis. Là-bas, c'est actuellement ce qu'on dit aux touristes. Je vais vous apprendre un, vous êtes parisien comme moi. Pour l'USA. Pour un chiot. Bonne chance pour vous. C'est ce qu'on dit aux touristes en général quand ils nous demandent la Tour Eiffel, la direction de la Tour Eiffel et qu'on paraît sur place du Trocadéro. Donc en fait, la première fois, j'ai eu très peur qu'on m'a demandé cette question. Je me rappelle bien, c'était japonais, pour changer. Et donc là, j'ai eu un peu peur parce que elle était un peu drôle la Tour Eiffel. Donc j'ai essayé de leur expliquer que c'était cette grande dame de fer finalement qui était en face d'eux qui était la Tour Eiffel. Et après, j'ai eu un peu mal pour eux parce que je me suis dit c'est peut-être à cause de leurs yeux bridés qu'ils voient pas bien. J'ai commencé à faire une démonstration assez mathématique, j'ai commencé à dire, en anglais bien sûr, enfin j'ai un anglais approximatif donc je vais le faire en français. Finalement, la Tour Eiffel, il faut prendre ça comme le centre d'un cercle. Vous êtes sur la périphérie de ce cercle-là, le moyen le plus simple, je vais être honnête avec vous, de rejoindre la Tour Eiffel, considérez que vous avez un rayon en fait. Entre vous et la Tour Eiffel, vous prenez, c'est un peu comme si vous preniez la tangente en fait, c'est le moyen le plus simple. Alors, une fois que j'aurai indiqué la tangente, j'ai pris la mienne, parce que j'ai pas envie qu'ils me suivent, et surtout parce que j'avais très honte de mon explication. 5 minutes après, je rencontre d'autres touristes. Pas japonais, mais bon, bref, de toute façon. Donc là, ils me demandent la même question, où est la Tour Eiffel? Et là, j'en ai marre. Là, j'ai dit là-bas. Mais alors là-bas, c'était un peu... voilà, c'est très... bon, il y avait la Tour Eiffel, donc ça m'aide un petit peu. Mais c'était très vague, très diffus. Donc quand on dit en rester là, c'est un peu plus précis qu'en rester là-bas. On a une petite idée de ce que c'est, mais c'est pas en rester ici. Donc on a une marge de manœuvre. C'est très compliqué ce que je dis. Je me comprends pas moi-même. Donc voilà, en fait, finalement, en rester là, c'est non pas une attitude statique, du genre en rester ici, ne rien faire, mais c'est plus essayer de voir une situation à problème proche qui arrive vers nous, qui serait non pas ici mais là, et qu'on devrait essayer d'éviter en fait. Donc non seulement on peut le faire, parce que c'est pas là-bas, c'est là, on doit le faire, mais, donc voilà, on a un droit mais un devoir. Pourquoi le devoir ? On y arrive. Devoir car c'est une situation, en général, la situation à problème, c'est des situations assez fâcheuses. Et alors là, je prends un exemple qui va, je pense, parler à tout le monde. L'exemple du verre de trop. Le verre de trop, si vous voulez, c'est le verre en soirée quand vous êtes chez des amis. C'est le verre qui peut vous faire passer de l'état debout, en fait, dans le salon, à l'état allongé dans la salle de bain. Donc en fait, c'est un verre qu'on essaie d'éviter, en général. Donc c'est un vrai cas d'école de commerce plutôt, auquel de nombreux spécialistes se sont penchés. Donc il y a eu un premier homme, Georges Moineau, romancier, qui a écrit « Pour savoir qu'un verre est trop, autant faut-il l'avoir bu ». Donc j'imagine qu'il a écrit ça dans un jour de lucidité. Et donc c'est un peu vrai, mais par contre, voilà, pour savoir que le verre est de trop, il faut le boire, et puis donc, après c'était de trop, on n'est pas très bien. Il y a un autre homme, Hans Jonas, dans son livre Le principe de responsabilité, que je n'ai pas lu, je n'étais intellectuel de le dire, qui parle du principe de précaution, et alors selon lui, bon, il ne parle pas du verre de trop dans son livre, je précise tout de suite, mais il aurait pu en parler. Donc selon lui, on ne devrait pas faire comme le préconise Jean Moineau, essayer de prendre le verre pour voir si c'est bien le verre de trop, il faudrait être plus prudent et refuser ce verre. Donc là on peut dire qu'il y a un vrai affrontement idéologique entre les deux hommes, et qu'entre Hans Jonas et Moineau, il y a une sorte de prise de bec, sans mauvais jeu de mots. En conclusion, je dirais que pour des raisons sanitaires, somatophysiologiques évidentes, il faut savoir en rester là, si on prend cet exemple concret. Mais il y a plein d'autres exemples que je pourrais citer. Marion Cotillard, dans le dernier Batman, parce que tout le monde l'a vu. Est-ce qu'avant de sortir cette tirade, elle a eu la décence de lire sa tirade avant de mourir? Elle aurait peut-être dû en rester là, ça aurait évité d'être la risée d'internet. Ou Justin Bieber, avant de sortir son deuxième album, il aurait peut-être dû en rester au premier. Peut-être avant le premier en fait. Et aussi, un dernier exemple, César. César qui, comme un bras, franchit le Rubicon avant d'être poignardé au Sénat comme un moins que rien. Donc vraiment, tout ça appelle vraiment à se poser la question, faut-il en rester là? Oui.
Et c'est faire preuve de mesure, faire preuve de prudence et ne pas sombrer dans l'excès, dans l'hubris, comme le disaient les Grecs. En fait, il faut éviter de tomber dans l'hubris, parce que sinon l'hubris vous casse. L'hubris vous casse. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Je crois qu'il est temps d'arrêter justement. Je crois que j'arrive au bout de ma démonstration. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vais en rester ici, ou plutôt là. Merci. Faut-il en rester là, Micheline? Micheline, tremblotante, regarde Jean-Pierre Foucault avec des yeux effarés. Éblouie par la lumière bleue des projecteurs, ses petites mains potelées crispées sur son sac. La musique résonne dans ses tympans. Elle ne sait tout simplement pas quoi faire. Dans les gradins, Marcel, son mari, et Jean-Louis, son chien. Et maintenant le dilemme. Doit-elle renoncer à offrir à sa petite famille le Larousse des fromages de nos régions en 3 volumes, et tout cela pour aller plus loin, pour toucher le jackpot, le fameux camping-car vert, avec Cilia ajustable et cuisine intégrée? Obéir au frisson du risque, du gain, de l'aventure, vivre, enfin. Jean-Pierre Foucault, orange comme à son habitude, répète la question. Faut-il en rester là, Micheline? La candidate de la Mièvre hoche la tête, éperdue. Micheline, ils n'ont rien compris. Dans ta lutte pour l'absolu, tu es belle. Tu penses à Marcel en calbute, une bière à la main, devant son camping-car. À la jalousie de tes collègues du PMU. C'est ton rêve. Oui, tu te prends à rêver, Micheline. À rêver d'une vie meilleure. Mais prise de peur, ramenée sur Terre par des préoccupations matérielles, tu quittes qui veut gagner des millions après le 3e palier. Ne pas en rester là, c'est justement accepter de rêver. Micheline a eu peur, comme vous, comme moi. Oui, elle a eu peur, et elle a choisi d'en rester là, de renoncer. Aujourd'hui, mon cher contradicteur, Micheline, c'est vous. Et c'est votre frilosité qu'il me faut désormais. En vous écoutant, moi j'étais Marseille, je me disais, pourvu qu'il, enfin qu'elle, aille plus loin, qu'elle quitte sa prudence, j'en veux plus pour elle et pour moi. Allons maintenant, il ne faut plus hésiter, il faut franchir, franchissons le Rubicon. Ne restez pas de l'autre côté, c'est du mien que se déroule la bataille, le risque, l'adrénaline, mais aussi la victoire. C'est l'unique chemin pour atteindre un autre fleuve cette fois, le pactole. Allez, ne prenez pas racine, Vincent Joséphine, vous n'êtes pas une plante verte. Et je vous propose de rentrer en mouvement, de participer vous aussi à la marche du monde, d'être un acteur mobile. Moi je plaide pour le dynamisme, l'avancée, le progrès. En rester là, bien au contraire, vers l'infini et au-delà. Je me sens une responsabilité envers vous, mon cher contradicteur. Le devoir de vous montrer le risque que l'on court à ne pas oser aller plus loin. Au fond, vous n'attendez que ça. Et puis, votre couardise entraîne aussi son lot de victimes collatérales. C'est pas joli, je vous préviens. Et oui, pour vous, j'ai trouvé ce soir une de ces victimes. Un exemple concret du gâchis que cette trouille de l'inconnu entraîne. Un extrait de correspondance de Marie Chantal, ancienne fiancée de Vincent Joséphine. Mon très cher Vincent Jo, tu m'as sèchement signifié à la dernière réunion des femmes, pas avant le mariage, plus c'est long, plus c'est bon, que tu voulais en rester là et c'est indigne. Comment as-tu pu oublier le serment que tu m'as fait au JMJ? Ta promesse de nous marier en septembre pour la Saint-Vincent-des-Quenelles dans le château de tes grands-parents, voyons Vincent. Et puis c'est trop tard, nous sommes déjà allés trop loin. Nous sommes engagés par la chair désormais. Souviens-toi, Vincent Joséphine, mais oui, rappelle-toi la foule, rappelle-toi l'excitation contagieuse du petit peuple. Rappelle-toi cette étreinte si bestiale, si coupable, tu étais fou, Vincent, et c'est moi que tu as rendu folle. Et oui, quand tu m'as pris la main, mais si, voyons, rappelle-toi, après la manifestation anti-avortement, quand nous sommes réfugiés dans la sacristie de Saint-Nicolas du Chardonnay, voyons, Vincent, on y a même rencontré Adrien Rivière. Et de façon plus pratique maintenant, et tu sais que je n'aime pas les considérations d'argent, hein.
et je te rappelle qu'on vient de publier l'annonce de nos fiançailles dans le Figaro, que ta mère m'a déjà offert son collier de perles et que je n'ai aucune intention de lui rendre. Et qu'une chevalière aux armes de nos deux familles vient d'être fondue et ça m'a coûté les yeux de la tête, Vincent Joséphine. Alors pense-y 2 minutes avant de tout envoyer valdinguer. Laisse-toi faire, je m'occuperai de tout. Si tu ne veux pas avancer, Vincent Joséphine, eh bien c'est moi qui t'apprendrai à marcher, mon petit bonhomme. Et maintenant, arrête, ne fais pas l'enfant et pense plutôt à notre avenir. Marie-Ambroise, Marie-Amphore et Yvain-Marie. S'il te plaît, Vincent Joséphine, sois fort pour une fois. Devant ce témoignage déchirant, Vincent, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, je pense. Vous soumettre. Et oser aller là où vous n'avez encore jamais mis les pieds. Ailleurs. Dans la zone de risque. Allez dans le grand bain, comme Marie-Chantal vous y invite. Mais fraîchement diplômée d'une école d'entrepreneurs cartésiens telle que le SCP, c'est le moment ou jamais d'oser. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. Cette phrase n'est pas de moi, mais moi aussi je veux aller au-delà de la parole oisive, de la parole d'impuissance. Je ne veux pas en rester là, mais c'est le chrono qui me forcera, en puissance, à me taire. C'est pour le copain. Bien, bien. Eh bien, avant d'attendre les autres juges, je vais vous faire les réquisitions du parquet dans l'affaire. Qu'est-ce qui fait pipi? Pardon, le rivière un peu tenu quand même. Donc, dans l'affaire Joséphine contre Charlotte, les réquisitions du parquet. Alors, monsieur Vincent Joséphine, vous êtes accusé d'avoir à Paris, ou du moins sur les territoires de la République, commis le délit d'outrage au président de la République, d'outrage à Alexis Fournol et d'incitation au viol et viol. Alors, pour commencer, la personnalité du prévenu, si vous voulez. Né dans une famille de professeurs d'EPS, ce qui explique sa et aussi sa petite bedaine qui commence à pousser après 2 années de guerre à l'OSCP. Il a commencé à parler avec sa voix caractéristique de ces personnes qui essayent de nous faire monter à la corde, bien qu'il a été prouvé que ce soit scientifiquement impossible. Bon les gars, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que je vais dire. Alors ça va être en 3 axes, moi-même je comprends pas tout, mais bon on va essayer quand même. Alors bon, hein, vous faites 3 tours de stade et puis on commence. Il s'est ensuite livré à un atroce outrage au président de la République, même si moi le président, on voit 1880 sur la liberté de la presse, je vous préviens, c'est filmé, je vous aveugle. C'est un délit qu'il a commis alors qu'il avait prévenu, il était prémédité, il avait déclaré sur le réseau social Facebook, dimanche à 21h07, m'en fous, si vous nous empêchez de parler maintenant, on va se la rattraper sur le champ mercredi, à vous de voir. Le SCP ayant refusé de modifier le sujet, il s'est donc exécuté et a donc insulté le président de la République, pour lequel j'ai le plus profond respect. Et oui, à l'ESCP, on peut dire des choses ignobles, quand même, j'ai du respect pour François Hollande. Alors qu'il va tous vous mettre au chômage, c'est d'ailleurs ça qui me fait personnellement. Il a fait ensuite le délit d'outrage à Alexis Fournol, en parlant de Alexis Forbonne. Alors celle-là, je l'aurais jamais osé, j'aurais pu se penser à un petit Laroche calcaire ou Châtaignier, c'est beau comme Mont-Blanc. Mais non, il a quand même tenté le blague sur Alexis Fournol. Et puis ensuite, il a violé le public après avoir tenté de l'endormir. Il aurait déclaré après « J'arrive, je viens ». Lorsqu'il a repris la parole, pour le droit de réponse, une fille a dit « pitié », ce qui démontre l'absence de consentement de la victime. Mais, malgré tout, il y a des circonstances atténuantes. Oh. Je parle bien sûr des conditions psychologiques de l'accusé. Car c'est le seul individu qui ne comprend pas l'illusion théâtrale au cinéma. Quand il dit « Marion Cotillard aurait-elle pu se retenir avant de mourir ?» Je t'explique. Marion Cotillard n'est pas morte. C'est du cinéma. Batman n'existe pas. Et puis à la fin, Joseph Gordon-Levitt, c'est Robin. Voilà, je t'ai expliqué un peu, et ce sont des acteurs. Différenciation à faire. C'est pour ça qu'au vu quand même des troubles mentaux qui frappent l'accusé, je prononce la relaxe. Affaire suivante. Alors Joséphine est accusée, elle, d'incitation à la débauche sur les réseaux sociaux. Charlotte, j'ai dit quoi?
Bah, Charlotte Joséphine, c'est pareil aussi. Enfin voilà, quand on commence avec un nom de fille aussi, il faut pas s'étonner des problèmes. Alors, qui est Constance Pellen ou Pellan, qui a annoncé dimanche à 20h38 pas de soirée cul pour toi, Nerson? Mon interrogation. La réponse alors, lundi sera wild ou ne sera pas. Un lundi wild pour Charlotte Nerson, c'est d'aller au JMJ pour essayer de tenir la main des garçons. Bon, et pourquoi lundi? On peut faire mercredi. On peut faire une petite soirée wild. De toute façon, après la blague que j'ai dit sur Isa, il y a des chances que je dorme sur les ponts, moi. Alors on se détend maintenant. C'est le moment de me draguer. Je me suis fait draguer par 2 gars, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une seule fille de la salle qui me drague. Bon, de toute façon, dans quelques mois tu pars à Londres, dans un an tu es à Berlin, donc tu n'as plus d'attache à avoir. C'est pour ça que pour ma part, je décide qu'on en restera là, relax aussi. Vincent, bien sûr, tu es un menteur. Tu ne viens pas de Paris, tu ne viens pas de la région parisienne, et tu viens de Vesoul. Vincent, c'est le mec dans le supermarché qui a un produit pourri, qui le sait, un micro, et qui en parle pendant des heures. Vincent, aujourd'hui, il avait un flambi. Oui, ce dessert lacté avec cette couche de caramel si onctueuse que les petits et les grands adorent prendre au petit matin, au déjeuner, au dîner, au souper. Oh, qu'il est beau mon produit, mais je vais peut-être en profiter ce soir pour tenter mon one-man show et terminer à la bourboule peut-être un jour devant un parterre de 40 grands-mères. Parce que le rêve de Vincent, c'est qu'un jour à Vesoul, un impresario passe. Il arrive dans le rayon et entend la blague de Vincent sur les Chinois et malgré leurs yeux bridés n'arrive pas à trouver le rayon riz. Ah oui, on rit bien à Vesoul, comme dirait Vincent. Vincent qui, le soir, comme il est payé qu'en ticket repas et par le secours populaire, repart seulement avec un caddie dans lequel il dort jusqu'au petit matin. Vincent, avec ses blagues qui n'en finissent pas, se dit qu'un jour, oui, lui aussi, la bourboule, ça sera pour lui. Courage. Charlotte, elle, ce n'est pas Micheline. Charlotte, c'est Marcel. Charlotte, hier, nous avions une certaine communion d'esprit. J'ai des amis qui ne sont pas à l'ESCP, mais à l'EDEC. L'EDEC, vous savez, c'est 50 minutes de Paris, à Lille. À Lille, il y a ce petit bar, un bar bleu, incroyable, qui fait un angle. Un bar, mais extraordinaire, le Solferino. Ceux qui ne sont jamais allés au Solferino ne comprendront pas. Mais Solferino, dans ce bar dégueulasse, où les cacahuètes coûtent 1 €, les olives 1 € et la pinte 3 €, cherchez l'erreur. Solferino, pour la première fois de ma vie, j'ai fait comme Charlotte. J'ai pris une pièce et j'ai gratté. J'ai gratté. Un Astro, un Vegas, et j'ai même joué à l'Amigo. Toi, Charlotte, dans les différents jeux de la Française des Jeux, t'es l'Amigo. Un tirage tous les 3 minutes. 7 numéros au choix, 5 numéros complémentaires, jusqu'à 25 000 €. Ça va pareil 2 €. Toi, tu n'es pas Micheline. Toi, tu es Marcel. Le goût du jeu, tu l'aimes. Un Astro, 2 €, tu rejoues. Un Vegas, 50 €, tu dépenses tout. Et chaque année, tu te repais un coup, tu continues, tu grattes. Et heureusement, la vraie chance, c'est que quand tu lances la pièce, elle retombe toujours du bon côté. Vincent Joséphine, aussi dit le candidat mystère, le plus gros teaser de l'ESCP. Avec un nom pareil, on se sera demandé jusqu'au bout si donc tu étais un homme ou une femme. Et ça tombe bien parce qu'au final, on a eu un ovni. Un condensé d'absurdité, mi-Belle-Île, mi-Forrest Gump. Hein. Tu plaidais effectivement le oui sur faut-il en rester là. Et effectivement, tu aurais peut-être dû en rester là dès le début. Tu nous as parlé du verre de trop, où tu te retrouves allongé dans ta salle de bain.
Donc toi, tu t'allonges dans ta salle de bain sur du carrelage froid au lieu d'aller gerber comme tout le monde quand t'as trop bu. Tu nous as un petit peu foutu le zbeul ce soir. Car il y a quelqu'un ici, ou peut-être pas ici d'ailleurs, Jérôme Gros. Est-ce qu'il y a un Jérôme Gros? Non, oui, non. Allez-y dénoncer parce qu'on va pas y faire. Jérôme. Ah, Jérôme, le héros de la soirée. Toi, sur l'event Facebook, tu avais dit si vous voulez, ce soir je vous fous le zbeul dans la soirée. Alors, je me suis demandé très longtemps si ma date de péremption était aussi dépassée que ça, parce que je ne savais pas ce que voulait dire le zbeul. Donc j'ai repris le mot à l'envers en fait, je suis retournée aux racines comme tout bon linguiste qui se respecte. Le zbeul, en verlan ça fait lesbe, lesbienne, des lesbiennes, ok d'accord, donc il parle des soirées lesbiennes chez Fournol le samedi soir à République. Et en parlant de lesbiennes, nous en arrivons tout naturellement à Charlotte. Il aura quand même fallu ce soir 45 minutes pour qu'un élément féminin entre en scène. Alors, je vous rappelle tout de même qu'on est... Entre hommes, on se comprend très bien. Je vous rappellerai quand même qu'on est dans une soirée à thème ce soir, puisque c'est la soirée où il faut séduire Charles sous mes yeux. Donc je suis quand même venue ici pour faire piquer mon mec, entre guillemets. C'est vous dire le niveau de masochisme. Et il aura fallu 45 minutes pour qu'on me sorte une gonzesse. Alors soit vous pensiez que Charles était gay, ce qui s'expliquerait vu que vraisemblablement je suis un homme ce soir, soit vous avez quand même essayé de me ménager avant de me présenter ma rivale. Charlotte est donc entrée en scène au moment où la présidente d'Expression a dit « Bientôt les gourdes arrivent » en parlant des goodies. Certains parleront de hasard. Moi, j'y crois pas trop. Et c'est donc en minaudant et en jouant les Marie-Chantal des JMJ que Charlotte pensait me voler Charles. Une cato. Une pas avant le mariage, quoi. Dois-je te rappeler que tu parles à Charles Haroche, le digne héritier de Rabbi Jacob, quand même. Le pèlerin de la Terre Sainte, un petit peu. On l'appelle le chaud lapin du 16e, tu vois. Tu t'es dévoilé maintenant, t'assumes, hein. Je suis quand même mis le jour de Kippour, quoi. Alors Marie-Chantal, je te le dis gentiment parce que tu m'es sympathique. Je vais te faire bouffer tes perles, ton serre-tête, et ta chevalière te foutre dans le RERC et te renvoyer à Versailles fissa, ma grande. Bonsoir à tous, mon contradicteur... Il est là. Il est là? Ok, j'ai cru que j'étais seul, que je devais l'aider pour le compte finalement. Mais bon, apparemment il n'a pas eu peur, il est là quand même. Je n'aurais pas aimé être antagoniste. Bon, déjà je voudrais dire que Expression m'a obligé ce soir à défendre la cause des nains du jardin. Cela n'a rien à voir avec la petitesse de ma taille, ni encore moins avec celle de M. Fournol. Et pour éviter tout quiproquo, on va s'en tenir au jardin. Je vous l'ai dit que ce soir, il ne fallait pas comme vous. Je ne parlerai pas. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je ne parlerai pas comme vous, non. Car la cause est beaucoup plus forte. C'est beaucoup plus fort que ça. Je vais continuer. Non, je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer. Je vais prendre possession de ce jardin. Ces jardins qui sont pleins de petits nez. Mais ce soir, je ferai comme M. Perrier qui n'est pas avec nous ce soir. Non, cette veste m'encombre. Je ferai comme M. Perrier car ce soir, il n'y aura pas d'alléluia, Fournol. Oui, tu es comme moi.
un peu plus grand, mais quand même tu es comme moi. Même si pour avoir été conçu dans l'obscurité, je suis un peu plus noir que toi. Nous sommes pareils, Founol. Et ce soir, je ferai comme Perrier, il n'y aura pas d'alléluia, ni pour toi, ni pour aucun d'entre vous, car vous êtes restés trop là. Il faut que ça bouge. On va continuer à rester là et à mettre une croix, que ce soit la croix de Jésus ou la croix de je ne sais qui, sur la cause des Ned-Jardin. C'est quoi cette histoire qui a trop duré? Qu'est-ce qu'on y gagne d'ailleurs? Qui d'entre vous, qui d'entre nous, même si je sais que je ne suis plus des votes, je suis encore vivant, des vapeurs, des votes au niveau de la réflexion sur les nez, oui, la réflexion sur les nez, qui d'entre vous gagne quelque chose à voir des nez encore en plus petit? Parce que des nez, bon, quelqu'un qui a la taille de Founol, on pourrait dire que c'est un nez. Encore en plus petit. Donc, rendre encore plus petit ce qui est déjà petit dans des jardins. Personne ne répond, ça veut dire que personne ne gagne quelque chose. Et du coup, il faut qu'on les libère. Ainsi par la Rufus, le Rufus n'a pas encore terminé. J'ai 7 minutes, je crois, même si j'ai rien à dire. Je vais tout tenir en 7 minutes. Voilà. Ok. D'où nous viennent les nez? Vous allez m'excuser, j'aime pas être de profil au public, j'aime être de face, mais l'année dernière, j'étais de face au public et M. Foulon encore a tellement maté mes fesses qu'il en a parlé à la fin du match. Alors, je suis obligé aujourd'hui de vous donner d'eau pour ceux qui sont seuls derrière moi et être de profil pour ceux qui sont à ma droite. Je ne vois que ceux qui sont en face de moi. Il y a quand même des belles filles, donc ça me plaît bien. Excusez donc ma position qui n'est pas en face de vous. J'aime bien la position de face. Voilà. Pour mes quelques connaissances que j'ai sur les nains, les nains viendraient, toute chose a une origine, les nains viendraient en fait d'un fils de Dionysos et d'Aphrodite. Dionysos c'est le dieu, dans quelle mythologie grecque-romaine, c'est plus trop quoi, de l'ivresse et de la jouissance. Et Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, de l'amour. Et ce fils de ces deux dieux, avec X à la fin de ces deux dieux, même si c'est une déesse parmi les deux, est né avec une malformation. Le mec, il était tout petit. Il avait un énorme phallus. C'est ce que la mythologie nous dit. Je ne crois pas forcément, ce sont des histoires de mythologie. Mais bon, de toute façon, il paraît qu'il avait un énorme phallus. Et pour ce qu'on dit sur le nez, même aujourd'hui, je pense que cela pourrait peut-être être vrai. Il paraît que là-bas, souvent, les lèvres dépassent le mètre. Donc, il se peut que ce soit pas vrai. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Transcrire ce que la mythologie nous a toujours dit dans nos jardins, pour que nos enfants soient effrayés ou qu'ils soient confondus dans la bonne formation de leur corps qu'ils considéraient peut-être en mauvaise formation parce qu'ils n'ont pas un énorme phallus. Je ne sais pas ce qu'on veut nous apprendre, ni à nous. D'ailleurs, moi, on ne l'a pas dit ça. Ce que les parents de certains d'entre nous auraient essayé de leur faire comprendre en mettant des nains de jardin dans les jardins. Finalement, ni éducation, ni esthétique. Au fait, rien. On est dans le rien. Je sais que certains d'entre vous se disent, si on doit aller libérer les nains de jardin, ce serait pas bien, les gens essaient juste de mettre un peu de beauté, même si on sait que ça n'a rien de beau, dans le jardin, et on pourrait peut-être avoir des problèmes avec la police, heureusement qu'on a des avocats pour nous défendre ce soir. Je veux dire, n'ayez pas peur, parce que la cause, elle est noble. C'est parce que nous n'en sommes pas restés là, aujourd'hui, que est devenu
Yes We Can. C'est parce que nous n'en sommes pas restés là aujourd'hui que la France forte est devenue la France normale. Les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent bel et bien évoluer. N'ayez pas peur, prenez votre courage à deux mains, rejoignez-moi, ne vous en faites pas, je serai devant ou je serai derrière. Parce que je sais que certains ou certains d'entre vous ont certainement peur d'être devant et que je sois derrière. Mais n'ayez pas peur. Nous allons aller tous à ce combat-là. Ok. À ce combat-là, libérer les nains du jardin et leur donner un peu de liberté. Certains pensent peut-être que les nains du jardin n'ont pas d'esprit, n'ont pas d'âme et que ce seraient des êtres inanimés, donc qui n'ont pas de conscience et qu'ils pourraient peut-être être heureux là où ils sont, même s'ils n'ont pas de conscience. Mais bon, une chose est certaine, venez avec moi et allons libérer les nains du jardin, j'ai pas fini. Je sais que certains d'entre vous ont beaucoup aimé mon arrière-grand-père. Le premier admirateur de mon arrière-grand-père, c'est encore Founol. Je me demande bien ce qu'il me veut, ce Founol. J'étais allé voir arrière-grand-père il n'y a pas très longtemps. Et il m'a dit, c'est lorsqu'on n'a pas envie de partir qu'on dit au revoir. Madame, messieurs les jurés, expression, merci pour la photo, je ne me sens pas du tout fixé. Cher Rufus, je suis d'accord. Le nain de jardin a indéniablement une âme et aspire à une vie de liberté. Cependant, en ces temps de crise où on veut inverser la courbe du chômage sans croissance, l'esclavage des nains est un secteur porteur, moteur, pilier phare de l'économie française, dont il est absolument inenvisageable de se passer. La décoration gratuite est un de nos derniers privilèges envers cette population de petite taille, dans un monde où la loi du plus fort tend à redevenir la seule règle. S'ils mesuraient 2 mètres de plus et avaient des jardins, nous en serions les nains. Mais le nain domine l'herbe, l'homme occidental domine le nain, les Américains dominent le reste des Occidentaux, et les Chinois nous auront tous à la fin, et ça commence avec les labellos PWC et les boutons sur le rectum. Alors jouissons de nos privilèges tant qu'on le peut, et comme nous dit Voltaire en Candide, il faut décorer notre jardin. L'émancipation du nain de jardin est une farce. Mais allons-y, imaginons, libérons les nains de jardin. Et après, qui voudra leur emboîter le pas? Pensez à la France, à son jardin, l'Afrique. Il y a quasiment 100 000 pygmées en Afrique, 100 001 dans le monde. Désinformés, toujours prêts à croire les conneries de l'école coloniale française. C'est tout ce qui nous reste. Si on libère nos nains de jardin, ils le sauront et se soulèveront en tant que nains français. Et on pourra faire une croix définitive sur notre influence dans ce beau continent, vitrine de notre empire passé. Pour raison d'État, donc, on ne peut libérer nos nains de jardin. Pour raison d'État, toujours, imaginez qu'un nain se libère, soit libéré, et un excès de zèle. Imaginez qu'en s'agitant partout, ils finissent maire de Neuilly. Que sais-je? Qui sait ce qui pourrait se passer? À France Télé, ils ont essayé la liberté partielle des nains. Ils élèvent 3 petits nains fugitifs, ils les sortent du clapier chaque été sur un espèce de fort dans la mer en Charente-Maritime, avec des caméras qui les filment en train de courir, une histoire de tigre, de pièces, Laurie qui doit chercher une clé, je sais pas quoi, bref, c'est n'importe quoi. Mais juridiquement, c'est pas si mieux, c'est sûr. TF1 les a copiés et a adopté une petite femelle au doux nom de Mimimati, 1m52, et a carrément fait un programme sur elle. Joséphine Ange Gardien, ou les ravages intellectuellement dévastateurs du Cotorep, étalé sur 7 saisons, qui nous prouve en 62 épisodes que les nains sont faits pour protéger notre pelouse et veiller sur nos légumes. À la limite, pourquoi ne pas les utiliser pour jouer R2D2 au cinéma, les petites mascottes à Disney. Mais c'est toutefois pas libérer tous les nains de jardin. Restons raisonnables. Plus sérieusement,
Penchons-nous sur ce concept de libération des nains de jardin, qui n'est pas nouveau. Le FLNJ, Front de libération des nains de jardin, Norefus fait partie, j'ai oublié de le dire, démarre en 1996 à Alençon, dans l'Orne. Ce front terrorise la région en enlevant des nains de jardin et en laissant les propriétaires les retrouver. C'est donc l'acte que valorise le FLNJ, le vol, le kidnapping barbare gratuit. Certes, on a fait pire en termes d'enlèvement. La même année, on retrouve les têtes coupées des 7 moines de Tibérine, 96, enlevés en Algérie. D'ailleurs, l'ombre plane toujours sur cette affaire. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais les enlèvements des nains et des moines sont produits quasiment au même moment. Coïncidence? Je ne pense pas. Le FLNJ pourrait avoir beaucoup plus de sang sur les mains qu'on ne le sait déjà. En plus, chez vous, les machettes, tout ça, les Zoulous, les Indiens, pas de question. Bref, le proprio est dans certains cas averti et récupère son nain qui a goûté à l'air libre, aux horizons inatteignables, à l'absence de solution. Ce petit dernier revient alors frustré dans sa belle géographie, sur ce petit rebord entre l'arbuste et la pelouse, et il n'aura plus goût à la vie. Il se posera des questions métaphysiques sur son identité complexe de nain de jardin. Déprimé, il n'aura même plus la force de se torcher le cul en courant dans l'herbe après ses besoins, hobby qu'il affectionnait tant durant sa activité, et finira par se suicider en se laissant tomber tragiquement de ce petit rebord. Est-ce là la liberté qu'on souhaite aux nains de jardin? Et à qui profite le crime? Des malfaiteurs du FLNJ, ont été déjà condamnés à 1 mois de prison. Et je me dis, quand on se retrouve en prison, et que les autres savent que c'est parce qu'on a volé des nains de jardin, 3 syllabes. Ça vaut net. Il n'y a pas d'issue. Quel est l'intérêt? À moins qu'il y ait des gens d'escape ce soir. Dans d'autres cas du FLNJ, toujours, les nains disparaissent, sans laisser d'adresse. Figurez-vous qu'en mai 2011, la police d'Alençon enquête sur la découverte de 71 nains de jardin et 2 Blanche-Neige dans un hangar désaffecté dont l'origine reste mystérieuse. C'est une histoire vraie, vous pouvez vérifier. 71 nains de jardin et 2 Blanche-Neige. 71. Si c'est pas un pitch pour Marc Dorcel, Blanche-Fesse et les 7 dizaines de mains du jardin. Et dans un hangar désaffecté, vous voyez la libération. Qu'a-t-il pu se passer? Beaucoup de théories ont été pensées sur le nain de jardin. Le psychanalyste freudien Bruno Bettelheim pense que, eh bien, c'est assez intéressant, par son habileté à se faufiler dans de sombres cavités, le nain revêt un sens phallique. Mais sa méconnaissance de l'amour le condamne à un état préoedipien et prépubère, le rendant incapable d'atteindre une virilité adulte. J'aimerais savoir ce qu'en pensent les 2 Blanche-Neige qui étaient dans son hangar désaffecté. Hangar découvert comme par hasard, et c'est vrai, quelques jours après l'arrestation de notre ami Dominique à New York, qui passe ses journées aujourd'hui à condamner sa mise en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. On connaît déjà la défense, mais ça n'avait rien à voir avec de la prostitution, monsieur le juge, les 2 Blanche-Neige n'étaient pas rémunérés. Classique. Pendant que j'y pense, saviez-vous que nain se disait nanus en latin? Je referme cette parenthèse que je n'avais pas ouverte, et maintenant vous le savez. Donc en plus, ces soi-disant libérateurs ne font ni plus ni moins que voler les jardins des pauvres. Des pauvres qui ont les jardins. Parce que c'est facile de voler les pauvres. Et ça me gêne. Pourquoi ne vont-ils pas libérer les fontaines du château de Versailles? Ça aurait plus de classe. Soyez dignes. Puis politiquement, ça coince aussi. Imaginez qu'on libère des nains ici, sachant que la patrie des nains de jardin est l'Allemagne. Donc les nains d'outre-Rhin se rebelleraient immédiatement pour eux aussi avoir leur liberté. Il y aurait un conflit entre les nains libres et les nains de jardin. Escalade des tensions,
ein klein Reich, ein klein Volk, ein klein Führer, et paf, on aurait une guerre intra-anus. Déjà, ça va faire très mal. Nouvelle crise européenne, le moteur franco-allemand explose, inflation. Forcément, car tout le monde sait que les naines ont la taille parfaite pour l'inflation. Elle est courte, mais elle est bonne. Non, les nains doivent rester tranquillement sur notre pelouse. Vous voyez que les étendards du luxe, les jardins, quittent notre pays d'esclavagistes pour aller où? Là où on les laisserait tranquilles, en Belgique par exemple. Vous voulez vraiment que le pilier du luxe français s'exile en Belgique? C'est inimaginable. Non? Ou alors, vous préférez sans doute que les nains soient rendus à la forêt, dans les Pyrénées, à la Into the Wild, où ils serviront de sextoy à une maman ours. Soit cela à personne. Et je sais que dans cette école, on est tous forts en maths, donc j'ai envie de vous faire part d'un petit calcul. Il y a 3% de nymphomanes dans la population. Disons au moins qu'il y a 30 millions de foyers en Europe qui ont des nains de jardin. Donc, disons à peu près au moins 20 millions de femmes qui ont des nains de jardin. Donc, d'après mes calculs, ça fait 600 000 femmes nymphomanes qui ont des nains de jardin. Donc des nanomanes nymphomanes. Vous vous souvenez du sens phallique de Bruno Bettelheim sur les nains? Cher Rufus, voulez-vous vraiment empêcher 600 000 nains de jardin de profiter du syndrome d'excitation génitale persistante de leur propriétaire? Que choisiriez-vous entre une femme et un ours femelle des Pyrénées? Rufus, l'éthique de réciprocité. Traite les autres comment tu voudrais être traité. Je fais confiance en vos penchants, Rufus. Je peux être temps. Puis enfin, réfléchissez. Par quoi on remplace les nains s'ils partent de nos jardins? Quelque chose dans le même style. Quelque chose d'anthropomorphe, qui reste sur notre pelouse, qui campe. Des Roms. Pourquoi pas? C'est vrai que les vitres de la véranda seraient toute l'année. Mais ça attire les emmerdes. La police, les tractopelles, les caméras, c'est gênant. Puis s'ils m'ont dit à chaque fois qu'on sort de chez soi. À moins qu'on les fasse empailler. Il ne manquerait à personne, vu que même la Roumanie a creusé. Mais ça ne vaudra jamais le folklore du mauvais goût et le kitsch allemand du nain de jardin, c'est sûr. Bref, mes amis, vous voyez bien qu'il est impossible et inconcevable de libérer les nains de jardin. Certes, théoriquement, on pourrait, comme je l'ai imaginé avec vous, mais en pratique, trop d'enjeux sont rattachés à leurs conditions. Et puis, ces petits êtres bouffis, d'apparence innocente, au coin d'un châtaignier, et bien sûr d'un jardin, arborant une décoration toujours appréciée à sa juste valeur, coulent de paisibles journées à l'ombre des géraniums en fleurs, et ils sont très heureux ainsi. La preuve, ils ont tous un sourire collé sur la gueule. Certes, l'herbe s'achatouille les couilles, mais pas en permanence. Au moins, personne n'a d'ennui. Et c'est pour toutes ces raisons que je plaiderai tous les jours de ma vie en faveur du statu quo. Il ne faut pas libérer les nains de jardin, car c'est n'importe quoi. Compreniez tout de suite, évidemment, l'empressement qui m'animait. Car, mes amis, j'ai une question à vous poser. Les fesses de Rufus ont-elles une âme? Mais question plus intéressante encore, les fesses de Rufus doivent-elles être libérées? Je plaiderai ce soir, bien sûr, pour le oui. Caché à ma vue, enserrée dans ce carcan de jean, bien évidemment plus petite que les miennes, bien que le débat reste ouvert, les fesses de Rufus doivent être libérées. Mais d'où viennent les fesses de Rufus? Elles seraient, m'a-t-on dit,
le résultat du fist de Dionysos et d'Aphrodite. Et mes amis, retournons le problème, d'avant en arrière. La mythologie gréco-latino-portugaise a évoqué le phallus de Rufus. Or, vous savez que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est peut-être là la réponse à la petitesse des fesses de Rufus. Un spectre hante les jardins. C'est le spectre du nanisme. Les masses laborieuses sous la cour du Père Noël se cachent le soir pour dormir. La vraie question que je me suis toujours posée, ce n'est pas où vont les nains en hiver, puisque grâce à la neige, ils s'en vont là-haut, au pôle Nord. C'est que font les nains de leur journée. Et Régis, lui, a répondu à cette question. Les nains sont faits pour surveiller nos pelouses. Car, comme le dit le proverbe du grand-père de Rufus, lorsque l'homme travaille, la femme se fait piétiner la pelouse. Alors le nain veille, et Régis veille sur le nain. Régis, un peu ce Colombo du nanisme, avec sa chemise de bûcheron et son air de lutin, il ne trompera personne. Régis ne dit surtout pas une chose. Jeu de nain, jeu de vilain. Rufus, quand tu nous as parlé en susurrant et en nous disant que tu allais prendre possession du jardin, ça sonnait tellement comme une allusion cochonne que je me suis dit qu'on allait passer une bonne fin de soirée. Alors c'est là que tu as commencé à retirer ta veste, à te mettre à l'aise en nous rejoignant les meilleurs moments de The Full Monty Made in Sénégal et en continuant à nous hurler des cochonneries dans les oreilles en dissertant sur les phallus avec un petit accent chantant. Un peu comme si la compagnie créole nous reprenait Tirli Pimpon sur le chihuahua en fait. Et là j'ai compris Rufus, j'ai compris. J'ai compris que ce soir c'était toi la menace. C'est toi qui vas séduire Charles, avec ta poutre de Bamako, là, tes incantations africaines et le Charles moite de la savane. Là, tout à coup, tout est devenu clair. Quand Charles me disait le matin qu'il avait besoin de son petit noir pour lui foutre un coup de fouet, il ne parlait pas de café, il parlait de Rufus. Autant vous dire que je me méfierais la prochaine fois qu'il me dira qu'il reprendrait bien de la mousse au chocolat avec son petit regard gourmand et coquin. Régis, aussi appelé le mieux conservé des frères Grimm, 300 ans quand même. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas trompé puisque vous l'avez mis sur le sujet le plus Blanche-Neige de la soirée. Alors, Régis ne fait pas du tout son âge, avec sa petite boucle d'oreille et son style de rocker. Un rocker sous l'exomile soit, mais un rocker quand même, un vrai. Le type qui vit sa vie à 100 à l'heure, en fait, qui n'a peur d'aucun extrême. Alors, aucun tabou, Régis, même pas celui d'avouer qu'il regarde Fort Boyard toutes les semaines, qu'il est en train de mater à la fois Laurie et Passepartout, et que lui aussi a un problème à la limite du pathologique avec les phallus. Alors, Régis, c'est ce qu'on va faire avec Rufus. Enfin, surtout toi et Rufus d'ailleurs. Rufus et toi avez vraisemblablement des problèmes d'ordre phallique à résoudre, des petits complexes d'enfance probablement. Eh bien, ils vont les régler tous les deux, intrananus, comme on dit, dans une bonne vieille soirée cuir-moustache dans le marais. Comme ça permettra d'éloigner Rufus de Charles, et moi je lui en serai éternellement reconnaissant. Cette soirée a commencé par un superbe effet d'annonce. Dimanche, 23h35, Maud Belaïch. Le match Régio contre Rufus risque de faire date. Maud Belaïch, c'est dans la salle. Bah oui, voilà, c'est ça justement. Bah, Roche est là, Bah oui, mais bon, il faut manger quand même. Alors, il y a eu le match Rufus, et Rufus est arrivé. Et quand Rufus se lève pour parler, je te jure que c'est vrai, il y a un blanc
avec le maillot de l'Afrique du Sud qui est parti. Donc il y a le fan club de l'apartheid ici qui s'est dit je vais venir pour partir quand Rufus parlera. Et Rufus, il n'a pas séduit, Rufus, il l'a conquis. Parce que quand il a commencé à dire si on m'a donné le sujet sur les nains, c'est en raison de ma petite taille, je savais qu'il voulait me rassurer et qu'il ne ferait pas si mal à mon cœur. Il voulait me rassurer, et surtout, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se trahit juste après. Quand il a dit « Dionysos c'est un phallus de taille spectaculaire, mais ça doit être de la mythologie. Bah, » C'est clair que pour toi, rien n'est petit. Hein. Mais pense à Rivière un peu. Lui, il était là comme ça, genre « Mais ça veut dire quoi petit 6 cm, si tu es dans la bonne moyenne ?» Non, vous pensez à Rivière et à Joséphine, ils sont seuls. Maintenant, tu sais qu'ils impressionnent, ces gens-là, quand même. Et puis, moi, ce que je me dis de plus en plus, c'est que ta place, elle n'est pas là. Ta place, elle est ici. Parce que quand t'as rien à dire, quand t'as rien à dire sur le sujet, bah t'improvises sur n'importe quoi. Tu vas de plus en plus bas, de plus en plus lentement. Tu parles au public, tu regardes une fille fixement dans les yeux dans la salle, tu la dragues, tu fais du fournol. Un jour ta place sera ici. Puis ensuite, il y a eu Régis. Régis, il ressemble à mon père sur sa photo du permis de conduire. Sauf qu'il a pris l'oreille de ma mère. En plus. Il a pris la chemise de mon neveu et lui il met des t-shirts en dessous comme lui. Sauf que mon neveu a 3 ans. Il y a un moment, il faut évoluer, mon gars. Et puis, il a quand même dit cette phrase extraordinaire. Ça vaut net, il n'y a pas déçu. S'il y en a eu, elle est étroite. Alexis Fournol pourra te la montrer tout à l'heure. Et elle est ici. Alors, aujourd'hui, vraiment, pour être sérieux, on n'a pas eu grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que c'était très beau. On n'arrivait pas à dire des conneries aussi facilement parce qu'il fallait quand même suivre quelque chose. Je me suis senti un peu comme en famille avec Régis parce que finalement j'avais mon père, ma mère, mon neveu et ma soeur réunis en une seule personne. Parce qu'il y avait aussi le cul de mon petit frère. Mais aujourd'hui, donc, c'est famille, donc c'est Kippour. Alors on va tous mettre son châle de prière, on va mettre les petites effilés, on va prendre le petit verre, et puis pour le SCP, on va dire Mazal Tov. Oui. Un peu de solennité quand même. Alors donc nous avons fait un tiercé gagnant. La 3e place revient à Adrien. La 2e place revient à notre petite poutre de Bamako. Et la première est une femme, ma grande rivale.